Bonjour tout le monde, nous allons commencer donc du coup cette matinale par l'assurance chômage des agents publics. Donc je me présente, Frédéric Desnian-Drivet au service conseil statutaire et mon collègue Benoît Chaput au conseil statutaire également. On va se partager un petit peu les diapos. Donc nous, c'est une présentation assez succincte puisque je vous le rappelle, le droit à chômage et on a conventionné avec le centre de gestion de l'Allier pour vos études, mais on a souhaité quand même vous faire une présentation sur le dispositif de manière générale. Et après, pour tout ce qui est plus technique, effectivement, les questions sont traitées par le centre de gestion de l'Allier, mais on va vous présenter tout ça. Donc, l'assurance chômage des agents publics concerne vos fonctionnaires, qu'ils soient titulaires ou stagiaires, vos agents contractuels de droit public, lorsqu'ils sont privés d'emploi, qu'ils ont été reconnus aptes physiquement au travail et qu'ils sont en recherche effective d'emploi. Donc, quand ils sont dans cette situation-là, ils ont droit à un revenu de remplacement, ce qu'on appelle la location d'aide au retour à l'emploi, donc plus communément l'ARE. Donc, ils doivent remplir les conditions que je viens de vous évoquer et un certain nombre d'autres conditions que nous allons voir au fur et à mesure des diapos. Alors, déjà, il existe deux régimes d'assurance chômage selon le statut de vos agents. Pour vos fonctionnaires, vous n'avez pas le choix, c'est ce qu'on appelle le régime d'auto-assurance. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas cotiser à un régime d'assurance chômage, c'est vous qui assurez cette assurance-là, ce qui sous-entend ensuite que vous allez assurer la charge administrative et financière de l'ARE lorsque vous aurez un agent qui remplira les conditions. Pour vos agents contractuels de droit public, là, vous avez le choix. Soit vous restez en auto-assurance, comme pour vos fonctionnaires, soit vous décidez de cotiser au régime d'assurance chômage. Et auquel cas, si vous avez versé des cotisations pour vos agents contractuels à l'assurance chômage, à ce moment-là, vous allez vous décharger en fait de la charge et administrative et financière de l'ARE. Donc, on attire l'attention là-dessus pour que vous vérifiez en fait pour vos agents contractuels si votre choix c'est d'adhérer, est-ce qu'il y a bien versement de cotisation? Parce qu'on a eu le cas en fait de collectivités qui pensaient être en régime de conventionnement chômage et en fait, quand elles ont eu une demande d'agence, elles sont aperçues qu'il n'y avait pas eu de cotisation versée. Donc, vérifiez bien parce qu'il peut y avoir des petits couacs et après, quand on a le cas, on se retrouve un peu dépourvu. Alors, on va vous présenter un peu les conditions d'ouverture du droit. Alors, il y a un certain nombre de conditions. Donc, la première, effectivement, c'est avoir perdu involontairement son emploi, s'inscrire comme demandeur d'emploi, faire preuve d'une recherche effective et permanente d'emploi. Après, il va y avoir des conditions qui tendent à la durée d'affiliation. Donc, suivant la durée d'affiliation, ça va vous déterminer une durée d'indemnisation. Il ne faut pas avoir atteint l'âge de la retraite et ne pas avoir validé tous ses trimestres. Comme on l'a vu tout à l'heure, être physiquement apte à l'exercice d'un emploi et résider en métropole, dans les DOM ou dans les collectivités d'outre-mer. Donc ça, c'est l'ensemble des conditions, on va dire, générales d'ouverture du droit à chômage pour un agent qui est involontairement privé d'emploi. On va revenir ensuite sur certaines de ces conditions un peu plus en détail, en fait. Donc, sur la notion de perte involontaire d'emploi, le décret de 2020 est venu un peu reprendre ces cas qui avaient été jusque-là dégagés par le juge administratif, en fait. Et il est venu un peu repréciser quelles étaient les pertes considérées comme involontaires, les pertes d'emploi considérées comme involontaires. Donc, on va se retrouver, par exemple, dans tous les cas de radiation d'office des cadres et de licenciement, sauf pour l'abandon de poste, on reviendra un petit peu après dessus. Tout ce qui va être démission légitime, toutes les fins de contrat, donc soit au terme ou au cours de la période d'essai, les cas de non-renouvellement à l'initiative de l'employeur. Vous allez retrouver aussi toutes les notions de placement d'office en disponibilité ou en congé d'office non rémunéré, qui vont être en lien avec les questions de santé. Vous avez le cas aussi du maintien en disponibilité en cas d'impossibilité de réintégration, notamment quand la collectivité ne dispose plus de postes vacants. Et vous allez retrouver la rupture conventionnelle ainsi que la démission avec indemnité de départ volontaire dans le cas d'une restructuration.
Donc, voici un peu les notions de perte involontaire d'emploi qui ont pu être prises dans le décret. Petite précision sur la radiation d'office des cadres et le licenciement. Donc, ça va concerner le licenciement pour insuffisance professionnelle, le licenciement ou la radiation d'office des cadres pour un motif disciplinaire. Donc, vous allez retrouver les cas notamment de révocation ou mise à la retraite d'office. Ensuite, tout ce qui va être licenciement qui est lié à l'inaptitude physique de l'agent. La radiation d'office des cadres du fait, par exemple, de la perte des droits civiques. Pour les agents contractuels de droit public, on va retrouver tous les cas de licenciement. Et ensuite, la mise à la retraite d'office pour invalidité, sauf si c'est l'agent qui a sollicité lui-même son admission à la retraite anticipée pour invalidité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas retrouvé dans le décret, mais qui a été listé par le juge administratif. Je vois qu'il y a une question sur le chat. Le diaporama, en fait, il sera en ligne sur le site internet et sous une quinzaine de jours à peu près. Alors, on est revenu aussi sur la notion de démission légitime, parce que donc, ce qui est souvent connu, c'est que lorsque l'agent démissionne, il n'a pas de droit, mais il y a quand même des cas de démission qui ouvrent droit à l'indemnisation au chômage. Donc, on a notamment la démission pour suivre les ascendants ou la personne qui exerce l'autorité parentale lorsque l'agent a moins de 18 ans. On va retrouver le cas de la démission de l'agent qui a au moins 18 ans et qui est placé sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle pour suivre son parent qui a été désigné mandataire spécial, curateur ou tuteur. On va retrouver la démission qui est peut-être un peu plus connue, celle-ci, pour suivre son ou sa conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi. On va retrouver la démission pour suivre son enfant handicapé qui est admis dans une structure d'accueil qui est éloignée en fait et qui entraîne un changement de résidence. On va retrouver la démission qui intervient à la suite d'un acte qui est susceptible d'être délictueux dont l'agent déclare avoir été victime à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. Ce n'est pas ce qu'on a tous les jours, mais on vous liste quand même tous les cas. Et enfin, la démission pour cause de changement de résidence qui est justifiée par une situation où l'agent est victime de violences conjugales et pour laquelle il ou elle justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. Donc ça, c'est toutes les précisions qui ont été apportées sur la notion de démission légitime ou pas, en fait. Alors, je vois qu'il y a une question sur dans le cas d'une structure dissoute qui verse la RE aux agents titulaires. Faudra peut-être nous poser la question par mail pour voir un peu dans quel cas ça a été dissous, comment ont été repris les agents, etc. Après, on y revient un peu plus loin. Il y a des cas un peu des fois de partage aussi d'indemnisation entre employeurs, mais il y a plein de cas spécifiques. Donc après, plutôt nous adresser vos questions sur notre adresse mail. Donc je rappelle documentation sans cesse @cdg63.fr. Et après, soit on est à même de vous apporter des informations, soit comme je l'évoquais au début, après on a conventionné avec le centre de gestion de l'Allier qui lui répond et a un support, un appui plus technique sur tout ce qui est question chômage. Donc, je passe la parole à mon collègue sur le reste des conditions. Vis-à-vis des conditions d'ouverture de droit, il y a des éléments qui ont été prévus par la réglementation au niveau d'un réexamen de la situation. Donc, si un agent a une perte volontaire d'emploi, le postulat, c'est qu'il ne peut pas percevoir l'ARE. Toutefois, si suite à une perte volontaire d'emploi, l'allocataire pourra être indemnisé si cette personne a repris des fonctions pour au moins 65 jours travaillés ou 455 heures, et à condition que la fin de cette relation de travail soit assimilée à une nouvelle perte d'emploi, mais cette fois non involontaire. Si ce n'est pas le cas, donc en cas de perte volontaire d'emploi, au terme d'une période de 121 jours, il y a un réexamen de la situation qui est effectué, qui vise véritablement à apprécier la volonté claire de l'agent de se réinsérer professionnellement. Donc, dès lors, si l'agent a démontré des actes répétés et positifs de recherche d'emploi, c'est-à-dire il a effectué des nouveaux contrats de travail, de la formation, suivi des stages, il pourra percevoir une ARE. Mais en l'absence de démonstration d'actes répétés et positifs, là, une nouvelle fois, son ARE ne pourra pas lui être versé. Au niveau de
Un agent qui est demandeur d'emploi, il dispose d'un délai de forclusion, c'est-à-dire qu'il a un délai d'inscription pour lequel un délai sur lequel il doit s'inscrire, qui est de 12 mois suivant la perte d'emploi. Au-delà, si l'agent ne s'est pas inscrit, il aura une perte de ses droits à indemnisation auxquels il aurait pu prétendre. Néanmoins, ce délai de 12 mois de forclusion, il y a des possibilités qu'il soit rallongé dans certains cas précis. Donc, on vous en cite quelques-uns. Donc, par exemple, si l'agent a eu des interruptions de travail avec le versement d'indemnités journalières, en cas de maladie, de maternité, de paternité ou d'accident du travail, de maladie professionnelle. S'il a suivi des stages de formation professionnelle, s'il a eu une rupture de l'engagement pour élever un enfant, et lorsque ce dernier, l'agent n'a pas pu être réemployé, c'est par exemple le cas d'une disponibilité ou un congé non rémunéré pour élever son enfant, en cas de congé parental, de congé de présence parentale, de congé de proche aidant, et si la perte d'emploi a lieu en cours de congé, ainsi que les cas de création de reprise d'entreprise ou si l'agent, suite à la fin de contrat, s'est vu verser une allocation de présence parentale, également de congé de proche aidant. Oui, c'est bien. C'est la collectivité en auto-assurance, c'est elle qui réeffectue l'examen du dossier au terme de 121 jours. Au niveau du calcul de l'ARE, donc de l'aide au retour à l'emploi, il convient dans un premier temps d'apprécier le nombre de jours calendaires au cours de la période de référence d'affiliation. La période de référence d'affiliation est au maximum de 24 mois pour les agents qui sont âgés de moins de 53 ans à la date de cessation des fonctions et de 36 mois pour les agents qui sont âgés de plus de 55 ans, plus de 53 ans. À l'issue de cette estimation de la période d'affiliation, il faut calculer un salaire journalier moyen qui est dans la limite d'un plafond et en fait, il va correspondre à la rémunération normale moyenne que l'agent a perçue durant la période de référence. À l'issue de cette définition du salaire journalier moyen, on va calculer l'allocation journalière d'aide à retour à l'emploi, qui sera composée d'une partie fixe qui est prévue par la réglementation, qui est de 12,95 € au 1er juillet 2023, et qui sera proratisée pour les agents à temps non complet ou à temps partiel, et ensuite une seconde partie qui est proportionnelle, qui correspond à 40,4% du salaire journalier. Sachant que l'allocation journalière ne peut être inférieure à 57% du salaire journalier, ni être inférieure à 31,59 € qui est également lui ramené au prorata pour les agents à temps non complet et à temps partiel, et l'allocation ne peut excéder 75% du salaire journalier. Au niveau du versement, le versement se fait à terme échu pour tous les mois calendaires. Pour tous les jours calendaires, pardon. Donc, comme vous exposez Frédéric en introduction, pour les collectivités qui sont en auto-assurance, donc pour leurs agents fonctionnaires et le cas échéant pour les agents contractuels, il n'y a aucune contribution qui est due au titre de l'assurance chômage. C'est-à-dire que donc, les employeurs territoriaux vont assurer la gestion administrative ainsi que la gestion financière. Donc, c'est eux qui vont indemniser sur leurs propres fonds les agents qui sont involontairement privés d'emploi. Néanmoins, l'agent devra quand même faire une demande d'indemnisation auprès de France Travail et France Travail ensuite transmettra les éléments à la collectivité. Il est possible donc, pour les agents contractuels de droit public d'adhérer à l'assurance chômage, donc moyennant le versement d'une contribution financière. Ça permettra à la collectivité d'être déchargée de l'indemnisation pour les agents contractuels et l'examen des droits sera géré directement par l'assurance chômage via France Travail. Donc, si vous souhaitez adhérer à France Travail, il faudra prendre attache avec l'agence sur laquelle vous êtes territorialement compétent. Donc, au niveau du rôle de l'employeur, donc le point de départ, c'est au terme de la relation de travail, il convient de donner à l'agent une attestation Pôle emploi. Puis, ce dernier s'inscrit en qualité de demandeur d'emploi auprès de France Travail. Donc, il devra, à l'issue, donc en fonction de ça, si c'est un agent qui relève de l'auto-assurance, si la collectivité relève de l'auto-assurance pour les fonctionnaires et le cas échéant pour les agents contractuels,
Pôle emploi va notifier sa prise en charge, et dans ce cas, l'agent devra se retourner auprès de sa collectivité. Donc la collectivité examinera la demande d'indemnisation. Elle pourra refuser le versement lorsque l'agent ne remplit pas les conditions, et ensuite elle déterminera le montant et la durée d'indemnisation. Et chaque mois, l'agent devra effectuer une actualisation, ce qui permettra de moduler le cas échéant le versement des ARE, notamment si l'agent se trouve dans une situation de reprise d'activité. Donc, au niveau de l'accompagnement qu'on peut vous proposer, c'est que nous avons conventionné avec le centre de gestion de l'Allier qui fait un accompagnement en calcul du montant de l'ARE. Il convient toujours de passer par nous et de ne pas échanger directement avec le CDG 03. Donc, nous, on peut vous accompagner sur un renseignement de premier niveau, que ce soit par téléphone ou par courriel. Lorsque vous avez une demande d'indemnisation à venir, vous nous contactez et on vous transmet une fiche de renseignement qui sera à compléter et à nous retourner accompagnée de pièces justificatives. À réception du dossier, on transmettra l'ensemble des éléments au CDG 03 pour étude, qui reviendra vers nous une fois qu'ils auront réalisé le calcul. Et le cas échéant, s'ils ont des interrogations complémentaires, donc besoin de documents justificatifs. Donc, à réception, le CDG 03 examine les demandes. Il peut aussi des fois contacter les collectivités pour des renseignements complémentaires. Il réalise l'étude et ensuite il nous retourne l'étude de droit qu'ensuite après on vous fait suivre. Sachant qu'après, soit nous et le centre de gestion de l'Allier, on assure un suivi des dossiers et on assure un suivi des dossiers. La déclaration de fin de travail se fait par le DSN. Ça, après, je ne maîtrise pas comment on fait les versements au niveau de Pôle, enfin, comment on fait au niveau des déclarations de Pôle emploi. Ça peut être peut-être via la DSN, mais aussi des fois, on pouvait le faire en ligne. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont rassemblées dans la DSN. Dans quelle situation ? Quand la collectivité en auto-assurance, donc pour les fonctionnaires et pour les agents contractuels, si elle n'a pas adhéré, il n'y a pas de cotisation à Pôle emploi. La cotisation à Pôle emploi sera en cas d'adhésion à l'assurance chômage pour les agents contractuels de droit public. Et on est sur une cotisation patronale et pas une cotisation salariale. Alors, on a loupé une question. La première question, démarche d'adhésion auprès de l'URSSAF. Oui, effectivement. D'autres questions ? Et ça vient Au terme du diaporama, on vous a rappelé les références juridiques. Au niveau des ressources documentaires, on vous a mis le lien pour accéder à un guide sur l'indemnisation de l'assurance chômage qui est fait par la DGAFP. Et ensuite, vous avez aussi accès aux fiches BIP, les différentes fiches relatives à l'assurance chômage. Et ensuite, nos contacts, si vous voulez nous échanger avec nous pour toutes questions relatives à la situation. Alors, en auto-assurance, SNU verse également l'acte pour la création de oui, je pense. En fait, alors, après, nous, on n'est pas technicien du droit à chômage, mais après, vous ne pouvez pas cotiser pour vos fonctionnaires, en fait. J'arrive à la fin, mais du coup, en fait, ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que le dispositif est exactement le même. Le cadre juridique est le même. Donc, quand vous êtes en auto-assurance, vous avez les mêmes obligations que peut avoir France Travail en termes d'indemnisation. Donc, à partir du moment où un dispositif existe, c'est à vous, en auto-assurance, de le verser à votre agent. Et pour les fonctionnaires, comme on a vu, vous n'avez pas le choix, en fait. Vous pouvez être qu'en auto-assurance. Oui.
Alors, sur la question de la disponibilité d'office pour une aptitude physique, on se pose la question, enfin, peut se poser différentes questions avant de déterminer s'il y a ou non un droit RE. Mais si vous êtes sur un agent qui en dispose d'office pour une aptitude physique parce qu'il est inapte temporaire et que vous ne pouvez pas le reclasser, vous avez dû l'évoquer tout à l'heure, il est du coup involontairement privé d'emploi et donc il peut prétendre au bénéfice de la RE sous réserve de remplir les conditions et notamment d'avoir été faire ses démarches auprès de France Travail. Mais l'absence de reclassement est effectivement une forme de privation involontaire d'emploi. Il n'y a plus de questions? Il y a plus simple, un agent en aptitude. Je ne comprends pas la question, monsieur Boudbel. Oui, c'est pour ça que je disais au début que ça dépend en fait de la situation dans laquelle on se trouve. Parce qu'il y a des cas où vous n'avez pas de maintien de demi-traitement. Ça dépend de quel moment arrive la disponibilité d'office. Et la nature de celle-ci même. La nature de l'inaptitude. Plus d'autres questions? Parfait. On va passer la main à nos collègues du service retraite. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Donc, je suis Patricia Pignon, je suis responsable des services carrière et retraite au centre de gestion. Et nous allons faire un petit tour d'horizon des dernières actualités de procédure CNRACL, puisque sur la fin d'année 2023 et le début de l'année 2024, un certain nombre d'évolutions se sont mis en place. Vous avez eu quelques mails de la part de la Caisse des dépôts. On a pensé qu'une petite synthèse vous remettrait en tête toutes ces évolutions de fin et début d'année 2024. Alors, j'espère que vous allez pouvoir visualiser le diaporama. Voilà. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer que vous le voyez? Juste un petit oui si c'est effectivement le cas. Bon, impeccable. Alors, on va commencer sur l'augmentation des taux de contribution et de surcotisation CNRACL. Donc, effectivement, un décret est paru fin janvier, venant nous annoncer que depuis le 1er janvier, le taux de contribution à la CNRACL passait de 30,65 à 31,65. Donc, tenant compte de la date de parution, effectivement, il faut envisager une régularisation du versement, puisqu'effectivement, la date d'application est rétroactive. Donc, vous avez notamment sur le site de la CNRACL tout un explicatif qui vous permet de régulariser votre versement et votre déclaration de cotisation pour janvier 2024. Une petite spécificité concernant les fonctionnaires de l'État qui peuvent être détachés dans la fonction publique territoriale. Ces agents avaient un taux de contribution dû au titre de la pension, un taux de contribution, donc la part employeur, qui était à 30,65 et qui du coup suit la même évolution pour ces agents fonctionnaires de l'État détachés chez vous. Vous passez à 31,65 depuis le 1er janvier 2024. Petit aparté également concernant ces fameux agents de l'État qui sont détachés dans la fonction publique territoriale. Il y a également une nouveauté concernant leur cotisation au titre de ce qui était jusqu'à présent la TIAC. Dans le cadre de ces détachements, les fonctionnaires d'État devaient cotiser au régime d'encadrement des accidents de service auprès de l'organisme de l'emploi d'accueil. Donc, jusqu'à présent, vous les faisiez cotiser auprès de la TIAC. Il a été également décidé, suite à un arrêt du Conseil d'État, que ces fonctionnaires de l'État détachés dans la territoriale devaient cotiser auprès du régime de l'ATI de l'État.
Donc, on est sur la même date d'effet, 1er janvier 2024. Depuis cette date-là, si vous avez des agents fonctionnaires d'État qui sont détachés sur un emploi qui conduit à pension, ce qui veut dire pas les agents détachés sur un contrat ou détachés sur des fonctions électives ou des militaires, on est vraiment sur des fonctionnaires d'État qui sont détachés sur des missions de fonctionnaires territoriales. À ce moment-là, depuis le 1er janvier 2024, vous êtes censé cotiser pour ces agents-là à l'ATI de l'État. Donc, cette contribution, c'est encore une fois une part patronale, est au taux de 0,32 et non plus le taux de la TIAC qui était à 0,40. Voilà. Donc, pour ces agents-là, deux nouveautés de cotisation à compter du 1er janvier 2024. Une petite précision concernant cette ATI qui change de destinataire. Sachez qu'il y aura quand même une période transitoire sur laquelle la Caisse des dépôts ne demandera pas de régularisation interrégime. Sur le premier trimestre 2024, si vous avez attaqué des cotisations qui ont été versées à l'ATIAC au lieu de l'ATI, pour ces agents-là détachés de l'État, vous avez une tolérance jusqu'au mois de mars. À partir du moment où vous avez versé des cotisations, on ne vous demande pas de régulariser l'annulation chez l'un pour le versement chez l'autre. Mais à partir du moment où vous avez cotisé. Si vous n'avez pas cotisé, à ce moment-là, effectivement, faites des cotisations directement correctes auprès de l'ATI de l'État. Et autre impact de l'augmentation de ce taux de contribution au 1er janvier 2024, c'est celui qui est automatique lorsque l'on veut parler de surcotisation à la CNRACL. La surcotisation, vous savez, c'est lorsque l'on est à temps non complet ou à temps partiel et que l'on veut surcotiser pour que les périodes soient considérées comme étant du temps plein au moment de la liquidation de la retraite. Donc, cette possibilité-là, elle existe depuis plusieurs années. Elle se met en place avec un système un petit peu particulier. Les agents qui souhaitent surcotiser vont cotiser retraite sur la base du temps plein et non plus sur la base de ce qu'ils touchent réellement. Et cette cotisation retraite est sur un taux réévalué. Pourquoi? Parce que cette surcotisation, là à l'inverse des développements précédents, cette surcotisation, elle ne concerne que la part retenue, la part agent. Donc, lorsqu'un agent surcotise, c'est lui qui doit supporter en fait cette surcotisation et c'est lui qui va cotiser sur la base du temps plein avec un taux réévalué. Donc, lorsque l'on réévalue le taux de contribution classique, on réévalue automatiquement le taux de contribution lié à le taux de retenue, lié à une surcotisation. Donc, comme le tableau vous l'indique, on va retrouver deux cas spécifiques. Effectivement, nous sommes sur une réévaluation qui a engendré une valeur rétroactive au nouveau taux. Il a été décidé dans le décret qu'il y aurait neutralisation de l'effet de cette hausse des taux de cotisation patronale. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que pour les agents qui avaient décidé de surcotiser avant le 1er février 2024, ces agents-là, ayant procédé à cette surcotisation avant la date d'entrée en application du décret, vont pouvoir, sur leur demande qui a précédé le 1er février 2024, continuer à surcotiser sur la base du taux qui était celui en vigueur. Donc, notamment pour le 50%, un taux à 22,25%. Par contre, depuis le 2 février 2024, toute demande de surcotisation doit être faite avec les nouveaux taux. Donc, toute demande au-delà du 2 février 2024 pour surcotiser, lorsque l'on est à 50%, on n'est plus à 22,25, on est à 22,65, appliqué à un salaire complet. Alors, comme ce sont des questions peut-être un petit peu techniques, ce que je vous propose, c'est que à chaque étape, vous puissiez éventuellement poser vos questions. Et alors, voilà, donc on va vous laisser la possibilité de poser vos questions, des questions que vous pourrez éventuellement poser par le biais du chat ou si c'est plus facile en levant la main.
parce que parfois avoir à enregistrer sa question et à la taper, c'est un peu long. Donc voilà, je vous laisse un petit temps. Est-ce qu'il y aurait des questions sur cette partie de cotisation? Donc n'hésitez pas, vous levez la main ou vous posez votre question sur le chat. Alors, la surcotisation, est-ce qu'il faut la proposer à l'agent ou est-ce qu'il doit vous solliciter? Alors, bien entendu que c'est sur demande de l'agent que vous allez mettre en place une surcotisation. Par contre, en parallèle, vous avez également un devoir d'information auprès de vos agents. Effectivement, cette surcotisation existe. Elle peut avoir un côté attractif dans le sens où ça permet d'absorber des périodes qui ne sont pas à temps plein et de les faire considérer à terme comme étant à temps complet. Mais je reviens un petit peu sur les modes de calcul. Ça a un coût, hein, cette surcotisation, et un coût réel qui, avant toute décision de l'agent, doit quand même, à mon sens, être calculé pour lui expliquer combien ça va lui coûter chaque mois sur sa paye de surcotiser. Imaginez un agent, notamment dans l'exemple que j'évoquais tout à l'heure avec le 50%, sans cette surcotisation, il va cotiser au taux classique de 11,10 sur la base de ce qu'il touche. En parallèle, s'il surcotise, il va cotiser à 22,65 sur la base d'un temps plein. On n'est pas du tout sur le même montant de cotisation tous les mois. Donc, ça a un réel surcoût pour l'agent. Et c'est peut-être quelque chose qu'ils n'appréhendent pas vraiment parce que je pense que dans leur esprit, surcotiser, ça veut dire garder le 11,10 et l'appliquer au temps complet. Or, ce n'est pas le cas. Donc, lorsque des agents, effectivement, alors vous devez leur donner l'information que ça existe. Par contre, n'hésitez pas à leur expliquer comment ça fonctionne aussi, parce que ça a un vrai coût et la plupart des demandes finissent par être retirées lorsque l'on voit ce que cela peut coûter au quotidien. Alors, y a-t-il un formulaire spécifique à remplir? Non, puisque après, ça peut être une demande sur papier libre, hein, tout à fait. Il n'y a pas besoin de voir un formulaire spécifique. À partir du moment qu'ils remplissent la condition de ne pas être à temps plein ou d'être à temps partiel, ils peuvent faire cette demande et vous pouvez mettre en route les surcotisations. Il faudra prendre un acte qui, effectivement, pose date qu'il y a eu demande de surcotisation et que vous allez surcotiser, mais il n'y a pas de formalisme particulier. Un agent à temps non complet sur 2 collectivités, mais qui donne un temps complet. Peut-il surcotiser? Alors, si son cumul de temps donne du temps complet, il n'a aucun intérêt à surcotiser puisqu'il a bel et bien une période à temps plein qui est prise en compte, puisque chacun de ces temps non complets est cotisé et les 2 additionnés faisant un temps plein, il aura bien une liquidation de pension sur un temps plein. Donc, il n'y a pas de perte au niveau des trimestres pour un agent qui est à temps non complet avec un cumul des temps non complets qui est sur un temps plein. Un agent qui surcotisait avant le 1er février 2024, doit-il faire la demande pour continuer à bénéficier des taux ou est-ce automatique? Alors, à partir du moment qu'il surcotisait avant le 1er janvier 2024, il va faire partie de cette neutralisation, c'est-à-dire qu'il va aller au bout de la période qu'il avait demandé avant le 1er février 2024 avec les taux précédant la réforme. Et au moment où il fera un éventuel renouvellement de cette demande de surcotisation, comme il sera au-delà du 2 février 2024, elle sera accordée, mais avec un nouveau taux réévalué à appliquer à sa rémunération. Alors, des supports à remettre aux agents, des supports, on a toujours de toute façon la possibilité d'envoyer des liens qui emmènent sur le site de la CNRACL qui expliquent effectivement très très bien cette situation. Donc, si tant est que vous êtes un petit peu perdu sur le site et que vous ne trouvez pas où cette page se situe, vous pouvez faire un petit mail au service retraite et ils vous enverront le lien pour que vous puissiez informer les agents sur leurs droits à ce niveau-là. Et bien entendu que la surcotisation doit apparaître sur le bulletin de salaire. C'est d'ailleurs parfois une pièce justificative qui est réclamée par la Caisse des dépôts au moment du départ en retraite pour justifier qu'effectivement, il y a bien eu un versement de cotisation dans le cadre des taux et des assiettes qui sont réglementaires.
La surcotisation, elle va avoir un plafond, effectivement. On ne peut laisser surcotiser un agent que pour rattraper, entre guillemets, 4 trimestres perdus au titre du temps partiel ou du temps non complet. Si je reprends mon exemple du 50%, notre agent, tous les 2 ans, il perd 4 trimestres, puisqu'il ne cotise que sur la moitié de son temps de travail. Donc, effectivement, pour surcotiser avec un plafond de 4 trimestres, la possibilité n'est ouverte pour les 50% que sur 2 ans. Au bout de 2 ans, vous avez surcotisé pour gagner 4 trimestres. 2 ans à mi-temps, ça ne ferait que 4 trimestres liquidés. 2 ans à mi-temps surcotisés, ça fait 8 trimestres liquidés, puisque vous avez effectivement pris en compte tout ce qui n'était pas travaillé par le biais de la surcotisation. Mais au-delà, vous ne pouvez pas continuer de surcotiser pour éventuellement, entre guillemets, sauver 6, 8 trimestres. Ça s'arrête au bout de 4. Donc, autre exemple assez simple mathématiquement, lorsque l'on est à 80%, tous les 5 ans, on perd 4 trimestres liquidables. Donc, à ce moment-là, effectivement, on va pouvoir surcotiser au maximum 5 années pour aller jusqu'à 4 trimestres déclarés liquidables, alors qu'ils ne l'auraient pas été sans la surcotisation. Alors, par contre, je ne comprends pas bien la question. Pour appliquer la surcotisation, alors quel temps maximum pour appliquer la surcotisation et sous quel libellé? Alors là, libellé, je ne vois pas à quoi vous voulez en venir. Ah, le libellé sur le bulletin de salaire. Ah bah, le libellé sur le bulletin de salaire, ça va dépendre un peu de votre prestataire et de la façon dont il le matérialise sur votre bulletin de salaire. En principe, il y a une ligne retraite surcotisée. Oui. C'est quelque chose qui doit exister dans les paramétrages de votre prestataire informatique. On a peut-être fait le tour de cette question-là. On va enchaîner sur la suite. Une petite précision au titre de la retraite pour invalidité. Depuis le 1er février 2024, la Caisse des dépôts vous a informé que dans le cadre de ces retraites pour invalidité, la date de radiation des cadres que parfois vous choisissiez de manière rétroactive, en restant toujours au-delà de la date de réunion du conseil médical, mais vous aviez parfois la volonté de choisir une date rétroactive à la date de l'émission de l'avis favorable, puisque vous le savez peut-être, dans le cadre de ces procédures, on attend parfois plusieurs semaines que l'avis favorable de la CNRACL nous soit communiqué. Il a été acté que depuis le 1er février 2024, la date de radiation des cadres ne peut pas être antérieure à la date d'émission de l'avis favorable. Donc concrètement, lorsque vous recevez l'avis favorable de la CNRACL pour une retraite pour invalidité, vous ne pouvez pas prendre une date de radiation, comme dans notre exemple, une date de radiation antérieure au 9 janvier 2024, ça n'est plus accepté. Donc vous allez être dans l'option à compter du 9 janvier 2024 ou éventuellement une date postérieure si vous le souhaitez, mais plus d'effet rétroactif. Alors attention, toujours la même exception et toujours se méfier de la limite d'âge. La limite d'âge, c'est de la radiation d'office. Donc, quelle que soit la réglementation autour de la date de radiation, à partir du moment qu'un agent a atteint sa limite d'âge, la date de radiation se fait à la date anniversaire, obligatoirement. Donc, on en a profité également pour vous mettre dans le diaporama que vous aurez à disposition, on vous l'a dit, dans une quinzaine de jours, pour vous mettre des liens derrière la nouvelle rubrique invalidité de la CNRACL, puisque celle-ci a été revue, donc les contenus ont été remis à jour et puis l'arborescence a été revue. Et on vous a également mis les liens vers les nouveaux imprimés d'invalidité, donc les imprimés, alors pour certains qui sont fournis par le conseil médical en ce qui concerne le modèle AF4, le modèle AF3 également pour le rapport d'inaptitude. En tout cas, tous les imprimés sont à nouveau téléchargeables et ont été mis à jour. Alors, je voudrais juste ajouter quelque chose par rapport aux imprimés d'invalidité. Suite à cette mise à jour, il a été actualisé donc sur le site de la CNR et ils ont signifié que tout imprimé de l'ancienne version qui leur parviendrait après le 1er juin 2024
pourrait remettre en cause la procédure d'invalidité. Donc, veillez bien à ce que vos dossiers qui auraient été engagés fin 2023, eh bien, les dossiers soient bien transmis avant qu'on les ait instruits au mois de mai pour que la CNRACL les traite en bonne et due forme par rapport à cette nouvelle actualité. Passé le 1er juin, encore une fois, 2024, si les imprimés donc, sont de l'ancienne version, on ne sait pas ce qu'ils vont faire et classerait peut-être sans suite la période d'invalidité. Alors, on sait déjà qu'il y a pas mal de délais de traitement déjà par rapport à la procédure telle qu'elle est et derrière, quoi. Donc, veillez bien à ce que vous ayez bien dans le timing nous adresser, si vous avez la délégation du service retraite, que vos dossiers soient bien constitués sous l'ancien régime, mais transmis avant le 1er juin, quoi, du coup. Est-ce que vous auriez des questions particulières? Alors, par conséquent, dans l'exemple, l'agent sera rémunéré à demi-traitement maintenu à titre conservatoire jusqu'au 8 janvier 2024 s'il est en dispo d'office. Alors, dans le cadre des invalidités, la mise en paiement se fait au lendemain de la radiation. On est bien d'accord, hein? Donc, effectivement, c'est tout à fait ça. Vous allez stopper votre rémunération le 8 janvier et la retraite prendrait le relais à compter du 9. Après, vous avez effectivement des collectivités qui ont la volonté ou se positionnent de cette manière-là pour permettre aux agents d'avoir une gratification de départ, on va dire. Il y a des collectivités qui se positionnent sur des dates postérieures à l'avis favorable. Ça ne dérange pas la CNRACL. On va passer à la thématique suivante s'il n'y a pas de questions. Alors, les courriers sur PEPS. On souhaite revenir sur cette particularité qui fait partie d'une grande volonté nationale de dématérialiser un certain nombre de choses. Donc, la CNRACL a mis en place sur PEPS un petit onglet « Vos courriers ». Donc, afin de dématérialiser la totalité à terme des courriers, vous avez la possibilité, en vous connectant sur PEPS, d'aller consulter ceci à l'écran. Donc, depuis octobre 2022, il y a déjà énormément de courriers qui ne vous parviennent plus par voie postale. Par contre, méfiez-vous un petit peu de ces courriers qui sont sur PEPS et qu'il faut quand même aller consulter, il faut penser à aller les consulter. Vous avez eu jusqu'à présent et de manière assez globale des notifications par courriel qui vous indiquaient qu'effectivement il y avait un courrier à aller consulter sur PEPS. Ne comptez pas à l'avenir sur des courriels systématiques de notification. Il y a des systèmes qui vont s'arrêter aussi avec le temps. Donc, prenez cette habitude d'aller relativement régulièrement consulter vos courriers sur PEPS pour ne pas passer à côté de certaines choses et notamment, pour mettre un exemple assez particulier et alimenter mon discours, les factures de majoration de retard vont être mises sur PEPS. Si vous passez à côté, voilà, ça risque effectivement de vous poser des vraies difficultés à terme. Donc, n'hésitez pas à prendre la petite habitude d'aller assez régulièrement, pas forcément tous les jours non plus, mais en tout cas, d'aller assez régulièrement consulter vos courriers là-bas, puisque en l'absence d'envoi postal et en l'absence de notification par mail, vous risquez de passer à côté de certaines informations parfois importantes. Bon, peut-être pas de questions particulières là-dessus. Un tout petit aparté sur la retraite progressive. Donc, on en a profité pour vous mettre dans le diaporama la présentation de ce dispositif qui est disponible sur le site Info Retraite. Ça peut peut-être vous permettre de faire une petite campagne d'information auprès de vos agents, puisque c'est un flyer qui est assez complet, puisqu'il reprend toutes les conditions qu'il faut remplir pour pouvoir avoir accès à ce dispositif.
et notamment au niveau du temps de travail, les petites particularités qu'il va falloir intégrer entre le dispositif du régime général et le dispositif du régime spécial, puisque dans le cadre du régime général, il y a possibilité de retraite progressive avec des temps de travail qui sont entre 40 et 80% du temps plein, alors que du côté de la fonction publique, pour avoir accès à cette retraite progressive, les taux de travail vis-à-vis du temps plein sont entre 50 et 90%. Donc on est sur une différence entre les deux régimes de retraite qui fait qu'il va falloir faire coexister des retraites progressives d'un régime et d'un autre en fonction de conditions relativement différentes. Attention à un piège qui n'en est pas un, mais effectivement, lorsque l'on est à temps non complet dans la fonction publique territoriale, on peut avoir accès effectivement à cette retraite progressive en faisant évoluer les temps non complets en question, qu'ils soient uniques ou plusieurs, par le biais de délibérations qui viendraient modifier le temps de travail de ces temps non complets. Ne perdons pas de l'idée que lorsque l'on demande un temps partiel, on le demande parce que l'on est titulaire d'un poste à temps complet et que l'on va bénéficier d'un temps partiel. Dans ce cadre-là, même si l'on demande à travailler à 50%, ce 50% reste cotisé à la CNRACL, puisque l'on est dans le profil de « je suis à temps complet, j'ai demandé à travailler à temps partiel à 50%. Je fais bien 17h30, mais je cotise à la CNRACL. » Par contre, les agents à temps non complet, lorsqu'ils modifient leur temps de travail, lorsqu'une délibération modifie leur temps de travail, qu'ils étaient à 28 heures de façon initiale et qu'avec une nouvelle délibération, on les bascule à 17h30, là, on est sur du temps non complet. Donc, ce 17h30 vous fait perdre votre affiliation à la CNRACL. Vous avez effectivement 17h30 travaillé et vous relevez du régime général, puisque votre délibération de création de poste a créé un poste à 17h30. Tout cela pour vous dire que les agents à temps non complet qui vont réduire leur temps de travail par le biais de délibérations qui vont modifier leur temps de travail en deçà de 28 heures, ce sont des agents qui vont perdre leur affiliation à la CNR. Bien entendu qu'ils auront peut-être accès quand même à la retraite progressive, puisqu'ils peuvent remplir les conditions à partir du moment qu'ils restent notamment dans les taux évoqués tout à l'heure. Mais ce sera une retraite progressive du régime général en l'occurrence, puisque l'on sera sur quelqu'un qui fait moins de 28 heures. Donc restons assez vigilants sur ces problématiques de retraite progressive et de réduction du temps de travail dans le cadre des temps non complets. Et de la même façon qu'un agent serait intercommunal avec 2 emplois à temps non complet, 50%, dans la mesure où du coup ces 2 50% font un temps plein, il ne pourrait pas prétendre à la retraite progressive. Il faudrait forcément que d'un des 2 employeurs réduise son temps de travail et de changer le temps de travail du poste par conséquent, puisqu'on est toujours dans la réglementation du plafond des 90% du temps de travail. Pas de retraite progressive si vous êtes sur un temps non complet au-delà de 90%. Hein. On a bien dit que dans la fonction publique, les 2 paliers étaient entre 50 et 90%. Donc au niveau des procédures, ça a été un petit peu long et laborieux, mais effectivement, cette retraite progressive qui existe depuis la réforme des retraites, hein, donc depuis le 1er septembre 2023, on a eu enfin la possibilité et la matérialisation de cette procédure dans PEPS depuis le 25 janvier 2024. Donc il y avait peut-être, et certainement d'ailleurs on en a eu, quelques demandes qui sont restées sous le coude puisqu'on ne pouvait pas les traiter, nous n'avions pas l'applicatif. Donc depuis le 25 janvier 2024, on peut instruire ces demandes de retraite progressive dans PEPS. Donc concrètement, on va pouvoir traiter toutes les demandes qui ont été formulées depuis sur PEPS. Il y a toutes les demandes qui avaient été formulées avant le 31 décembre 2023, qui ont possibilité d'être rétroactives
au 1er septembre 2023, date de naissance, entre guillemets, de la retraite progressive. Mais seules ces demandes qui ont été formulées avant le 1er janvier 2024 peuvent avoir une valeur rétroactive. Depuis le 1er janvier 2024, toute demande de retraite progressive ne peut pas être rétroactive. Elle va être ouverte, toute demande, depuis le 1er janvier 2024, va être ouverte à partir du moment où les conditions sont remplies. Bien entendu que si on adhère au service assistance retraite, on passe par le CDG pour ce type de dossier. Et notamment, effectivement, par le biais d'un nouveau dossier qui va être mis à votre disposition. Toujours, vous le reconnaîtrez très bien, hein, toujours celui qui était en ligne jusqu'à présent, avec une petite ligne supplémentaire vous permettant de saisir le service pour ce type de dossier, pour la liquidation d'une retraite progressive. Donc, on a du coup complété notre liste de pièces justificatives, puisqu'effectivement, dans le cadre de ces retraites-là spécifiques, on va vous demander, en plus des pièces classiques, le courrier de demande de l'agent, la copie des actes qui sont relatifs effectivement à cette réduction d'activité ou à cette activité qui n'est pas complète, puisque la retraite progressive, elle va être ouverte si effectivement vous êtes à temps non complet ou à temps partiel entre 50 et 90%. Rien ne vous impose, si vous êtes d'ores et déjà à 80% depuis 2 ans, de réduire votre activité. Vous avez déjà une activité qui est à 80 et qui se situe donc entre 50 et 90. Vous pouvez faire étudier une demande de liquidation de retraite progressive si vous le souhaitez. Attention, ne fonctionne pas pour la retraite progressive les attributions de temps partiel thérapeutique. Ça n'ouvrira pas de droit à retraite progressive. Même chose, si c'est du temps non complet, on va vous demander la copie de l'acte qui vous nomme sur le temps non complet, qui va vous permettre de faire cette demande et éventuellement la délibération qui a pu créer le poste à l'origine, si vous étiez déjà sur un temps non complet entre 50 et 90%, ou la délibération qui a pu faire évoluer votre temps de travail pour que vous puissiez remplir cette condition de la retraite progressive. Donc, n'oublions pas qu'on a accès à ce dispositif que lorsque l'on est dans les 2 années qui précèdent l'âge d'ouverture de droit de la catégorie sédentaire. Donc, à terme, lorsque tout le monde aura un âge d'ouverture de droit à 64 ans, on a une petite période de transition depuis la réforme, toutes les personnes qui auront 62 ans ou plus, à ce moment-là, à terme, pourront avoir accès à une éventuelle retraite progressive s'ils ont 150 trimestres en durée d'assurance et un temps de travail qui se situe entre 50 et 90%. Une question quand même. Si un agent passe à 80% pour retraite progressive, est-il payé à 6/7? Alors, sur la rémunération, sur le passage à temps partiel, sur l'évolution d'un temps de travail à temps non complet, tout cela reste bien entendu encadré par exactement la même réglementation. La retraite progressive est juste une possibilité de mettre en paiement une partie de sa pension à l'occasion d'un temps partiel ou d'un temps non complet. Tout cela ne remet aucunement en cause qu'une évolution de temps de travail, que ce soit pour une demande de temps partiel ou que ce soit parce que l'on souhaiterait et qu'il est possible de changer de temps de travail lorsque l'on est à temps non complet, tout cela reste de la volonté de l'autorité territoriale, bien entendu. Il n'y a aucune obligation pour un employeur d'accepter un temps partiel discrétionnaire. Alors, les temps partiels de droit, bien entendu qu'ils vont rester de droit. Toute la réglementation qui encadre les évolutions de temps non complet et les accords de temps partiel n'a pas bougé. La retraite progressive est une possibilité qui vient s'ajouter au fait que l'employeur vous a autorisé à modifier votre temps de travail. Donc ça reste à l'identique. Donc un 80% reste payé 6/7. C'est toujours la même réglementation qu'un 80% classique avant la mise en place de la retraite progressive. Donc, lorsque l'on travaille à temps complet, pas de retraite progressive, effectivement. Veillez bien aussi à ce que si un agent
décide de vous demander donc l'autorisation de travailler à temps partiel, donc sur votre autorisation, à lui fournir aussi peut-être une information sur l'impact de sa rémunération. Souvent, les questions qu'on a aujourd'hui, c'est ils n'ont pas forcément à l'esprit que du fait de leur quantité de travail qui va être réduite de par ce temps partiel, forcément aura un impact pendant son temps de travail, un impact sur sa rémunération mensuelle, quoi, du coup. Donc, c'est beaucoup de questions de ce type-là qu'on a de la part des agents, quoi. Le principe de la retraite progressive est que l'on va verser à l'agent la quotité non travaillée appliquée à un calcul de pension qui est fait à l'instant T. Donc, on est bien d'accord qu'un salaire, ce n'est pas une retraite. Et que quand on perd, par exemple, 50% de son salaire, ce n'est pas obtenir 50% de sa retraite qui va combler le manque de rémunération. On est bien d'accord. Donc, il faut retirer de l'idée des agents que la retraite progressive va plus ou moins combler leur perte de rémunération. C'est faux. Il faut qu'ils aient accepté que le fait de réduire leur temps de travail va réduire leur rémunération. Peut-être qu'effectivement, un complément retraite viendra ajouter un peu de beurre dans les épinards, mais en tout cas, ça ne comblera jamais la perte de rémunération qui est acceptée par l'agent lorsqu'il demande, par exemple, à 50%. Hein. On n'est pas dans le cadre d'un dispositif qui serait cousin germain d'une vieille CPA, comme on a pu la connaître pour les plus anciens. Ça n'a rien à voir. Hein. Donc, on est vraiment sur quelque chose où les agents doivent être bien informés du montant de leur rémunération à partir du moment où ils auraient réduit leur temps de travail. Est-ce qu'on peut surcotiser ? Alors, on peut surcotiser, effectivement. Lorsque l'on est en retraite progressive, que l'on a demandé un temps partiel, on peut le surcotiser. Alors, tout cela vient s'ajouter avec ce que je viens de vous expliquer. C'est que la surcotisation, on a expliqué un petit peu le principe en début de réunion, ça coûte aussi quand même pas mal de sous, de par le principe de la surcotisation. Donc, on perd de la rémunération, on n'a pas forcément un vrai montant qui vient combler cette perte, et on ajoute des frais à surcotiser. Donc, pourquoi pas? C'est tout à fait possible. Mais par contre, ça mérite vraiment que ça soit estimé auprès des agents parce que ça risque quand même de faire des fins de mois compliquées. Donc, tout cela a un coût et tout cela, à mon sens, avant de faire prendre la décision à quelqu'un, mérite d'être calculé. Les simulations de salaire sont importantes dans le cadre de la retraite progressive. Juste pour préciser la dernière question, c'est quelle est la raison de ne pas percevoir la retraite progressive quand on est à temps complet? C'est ça? C'est ça votre question? Je pense, oui. La raison, elle est logique, c'est que la retraite progressive sera calculée sur la base du pourcentage de la quotité non travaillée. À partir du moment que vous êtes à temps complet, vous n'avez pas de quotité non travaillée. Il n'a pas été mis en place que l'on puisse continuer à travailler à temps complet et qu'on puisse avoir une partie de sa retraite. Ce qui a été mis en place, c'est que si l'on continue de travailler en réduisant son temps de travail, on peut éventuellement demander la liquidation d'une partie de sa retraite. Mais ça n'a pas du tout été envisagé dans le cadre de « je continue de travailler à temps plein et je touche quand même une partie de ma pension ». Ce n'est pas l'esprit du texte. L'esprit est de venir combler une éventuelle réduction du temps de travail. Si on continue à temps plein, on n'a pas de mise en paiement anticipée d'une retraite alors qu'on continue de travailler à temps complet. Est-ce que ça répond du coup à votre interrogation? Alors peut-être que oui, on va passer peut-être à un thème différent. Plus de questions sur la retraite progressive. Alors, l'impact sur la retraite à l'âge légal. Alors l'impact va être exactement le même que si le temps partiel, que lorsque le temps partiel était pris hors retraite progressive. Vous allez avoir un impact lié au fait que vous allez cumuler des années, si vous ne surcotisez pas, qui vont être tronquées parce que vous n'êtes plus à temps plein.
Donc, c'est le même système que quand on a un temps partiel classique, effectivement, sans retraite progressive. Au moment de la liquidation, même s'il y a eu retraite progressive, il va y avoir l'impact du fait que vous avez peut-être demandé un temps partiel à 50%. Donc, si vous avez fait vos 2 années de retraite progressive à 50%, vous aurez au moment de la liquidation globale à l'âge légal, ces 2 années-là qui ne correspondront qu'à 4 trimestres liquidables. Sauf si vous avez mis en place le surcoût de la surcotisation qui vous permettrait à ce moment-là d'avoir aucun impact. Mais vous aurez payé la surcotisation pendant 2 ans. On est sur les mêmes conséquences qu'avant la réforme et avant la mise en place de ce dispositif. Lorsque l'on n'est pas à temps plein, que ce soit à temps partiel ou à temps non complet, on a un nombre de trimestres liquidables qui est réduit au prorata. Donc, il va y avoir forcément du coup un impact. Sauf à l'absorber avec une surcotisation qui coûte un peu de sous. La retraite progressive versée a un impact. Alors, un impact sur la future liquidation. Alors, la petite main ne fonctionne pas. On pourrait peut-être essayer d'échanger à l'oral, ce serait plus facile. Quel est son micro? Est-ce que le micro fonctionne et qu'on peut éventuellement échanger à l'oral? Non, vous n'arrivez pas. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça fonctionne. Oui. Bonjour. Du coup, oui, moi je m'interroge en fait parce que étant donné que l'agent va percevoir du coup une retraite progressive pendant 2 ans, oui. Au moment où il va liquider à 64 ans ou avant en fonction de l'âge légal, forcément tous les mois cet agent va avoir une somme d'argent supplémentaire par rapport à son salaire. Il aura derrière un coup de retraite, oui, tous les mois. Voilà, donc c'est ça. Est-ce qu'on peut à l'heure actuelle savoir combien l'agent aura effectivement en retraite à l'âge légal en fait? Comment va être, j'arrive pas à, forcément comme tous les mois il va recevoir un petit bout de retraite, ça va avoir un impact sur le montant final. Non, alors en fait le bout de retraite qu'il reçoit tous les mois, c'est un bout de retraite qui est calculé à l'instant T. Quand on lui accorde la retraite progressive parce qu'il remplit les conditions, on fait un calcul de retraite à l'instant T avec les données de l'agent, sa carrière jusqu'à cet instant-là, les enfants s'ils ouvrent droit de la majoration pour enfants, etc., etc. À cet instant T, on fait un calcul et pendant sa retraite progressive, il va toucher un pourcentage de ce calcul qui correspond à la quotité non travaillée. Et ça va lui être versé peut-être pendant 2 ans, si effectivement il reste pendant 2 ans en retraite progressive. Tout cela, ça reste rattaché à ce premier calcul. Et au moment de sa retraite légale, à l'âge légal, enfin en tout cas quand il va la demander, puisqu'on peut rester en retraite progressive au-delà de l'âge légal et continuer de travailler, au moment où il demande sa retraite, on va recalculer son montant de pension. On va tenir compte de ce qu'il a travaillé en retraite progressive, donc peut-être à 50%, peut-être avec de la NBI supplémentaire, peut-être. On va recalculer tout ça à l'âge légal et on va lui verser le montant qui correspond au calcul de sa retraite. Avec les conséquences que j'évoquais tout à l'heure, si effectivement pendant 2 ans il a été à 50%, il n'aura que 4 trimestres de liquidable. Tout ce qui aura été versé au titre de la retraite progressive n'a pas d'impact sur le calcul futur de sa pension. C'est plutôt les données carrière qui vont se passer pendant la retraite progressive qui vont avoir un impact sur le futur calcul de sa pension. Le fait qu'il avance d'échelon, qu'il avance de grade, mais le fait qu'il ait touché une partie de sa pension pendant 2 ans n'a pas de conséquence sur le futur calcul. On ne va pas non imaginer qu'on va aller lui retirer ceci ou cela parce qu'il a déjà touché une partie de sa retraite. D'accord. Ouais, moi, je pensais que ça avait un impact derrière quand même par rapport au calcul, puisque la retraite progressive en elle-même n'a pas d'impact. Par contre, le fait d'avoir réduit son temps de travail, forcément, ça en a. Oui, ça, bien sûr. Ok. Et d'avoir des choses. D'ailleurs, si vous avez ce type de dispositif qui est mis en place dans vos collectivités, si tant est qu'un agent en retraite progressive fasse encore évoluer son temps de travail en cours de route,
C'est-à-dire qu'au moment où vous attribuez la retraite progressive, il vous a demandé un temps partiel à 80%. Et puis un an après, ça lui plaît bien et finalement, il voudrait bien un temps partiel à 50%. La modification du taux de retraite progressive, du coup, va être impactée par cette modification de réduction du temps de travail. Donc, il va falloir tenir la caisse bien informée de toutes les évolutions de temps de travail de ces agents-là pendant la période de retraite progressive. Et attention, reprendre à temps complet, mais fin à la retraite progressive. Et on ne demande pas une deuxième fois une retraite progressive après avoir repris à temps plein. Elle ne pourra être accordée qu'une seule fois. Donc faites attention aux agents qui pourraient se dire bon là pendant 6 mois je vais reprendre à temps complet puis je redemanderai une retraite progressive après. Ça ne sera pas possible. Hein. On peut évoluer de taux entre 50 et 90. On est toujours dans le dispositif et on change de taux. À partir du moment qu'on reprend à temps complet, on sort du dispositif et quand on en est sorti, on ne rentre pas à nouveau. Donc effectivement, il va y avoir une première liquidation, entre guillemets, progressive au moment où vous faites la mise en place de cette retraite. Et il y a une deuxième liquidation définitive au moment où l'agent demande à bénéficier de sa pension à l'âge légal ou plus. Alors, un agent, effectivement, du coup, perd des trimestres durant une retraite progressive puisqu'il ne travaille plus à temps complet. Est-ce que ça recule l'âge de la retraite comme la maladie? Alors, la maladie ne recule pas l'âge de la retraite. La maladie peut vous le décaler dans le sens où si vous allez au bout de votre congé et que vous demandez une retraite pour inaptitude, vous allez avoir effectivement un décalage. Rien ne décale l'âge légal, outre le fait que la réglementation, parfois, vous impose une réforme et on passe de 62 à 64. Sinon, à partir du moment où un âge légal est fixé pour une génération, c'est l'âge légal, qu'il y ait eu une retraite progressive ou pas. À cet âge légal, on peut demander sa retraite, mais on n'en a pas l'obligation. La radiation obligatoire, entre guillemets, c'est à la limite d'âge, pas à l'âge légal. Donc, à l'âge légal, que l'on soit en retraite progressive ou pas, on a la possibilité de demander sa retraite, mais on n'en a pas l'obligation et on peut éventuellement continuer de travailler jusqu'à la limite d'âge sans difficulté. En ce qui concerne donc la liquidation de dossiers retraite à la pension normale, effectivement, l'agent, dans un second temps, va vous adresser son courrier de demande de départ à la retraite. Classiquement aujourd'hui, donc forcément c'est une note, c'est un autre service, c'est un autre dossier à traiter. Donc oui, il faudra constituer le nouveau dossier de retraite comme les dossiers de retraite classiques que l'on traite aujourd'hui pour les agents qui n'ont pas de retraite progressive. Effectivement, il peut arriver des éléments qui ont un impact sur la retraite pendant la retraite progressive. Donc, au moment du deuxième dossier, on a une radiation des cadres et non pas une réduction du temps de travail. On peut avoir des avancements d'échelon, des avancements de grade, des temps complets, des temps partiels, des temps non complets qui ont évolué. Et toutes ces pièces-là seront à ajouter dans un dossier de retraite normal à terme. Quel sera l'impact sur le nombre de trimestres cotisés? Ce sera un impact au prorata du temps de travail. Lorsque l'on a un temps de travail à 50%, sur 4 trimestres d'une année, à 50%, on applique un 50% d'impact et ça donne 2 trimestres liquidables au lieu de 4 si on avait été à temps complet. C'est toujours au prorata du taux travaillé. La retraite progressive est-elle possible pour les carrières longues? Et si vous êtes déjà en retraite carrière longue, vous ne pouvez pas être en retraite progressive. À partir du moment où vous êtes en retraite carrière longue, vous ne travaillez plus. Donc, vous n'êtes pas dans le cadre d'une retraite progressive avec un temps de travail entre 50 et 90%.
Donc, une retraite progressive a un montant, bien sûr qu'elle a un impact sur le montant de la retraite à l'âge légal, puisqu'elle va avoir un impact sur les trimestres travaillés jusqu'à cette date-là. Si on était à temps plein, on avait des années à 4 trimestres liquidables. Si on passe à temps partiel, on ne va plus avoir des années à 4 trimestres liquidables, sauf si on surcotise. Et à ce moment-là, on peut éventuellement, effectivement, bénéficier de la prise en compte des trimestres comme étant à temps complet. Mais effectivement, la retraite progressive, les agents ont tendance à ne voir que le versement de quelque chose supplémentaire. Or, il y a plein de choses qui sont liées au fait qu'il ne faut pas être à temps plein. Alors, quand ils sont d'ores et déjà pas à temps complet, si aujourd'hui vous avez des agents qui sont d'ores et déjà à 80% ou d'ores et déjà à temps non complet à 28 heures, c'est des agents qui, effectivement, en faisant cette demande, vont pouvoir toucher une partie de leur retraite et n'auront que du bénéfice. Un agent qui réduit son temps de travail, c'est un agent qui ne doit pas perdre de vue qu'il réduit sa rémunération, qu'il réduit la prise en compte de ses trimestres à l'issue de cette période-là, parce que jusqu'à présent, même s'il n'y avait pas de notion de retraite progressive, tout le monde avait bien compris que quand on n'était pas à temps complet, on ne validait pas le même nombre de trimestres que quand on était à temps complet. Les choses n'ont pas changé. Quand on n'est pas à temps complet, on ne valide pas le même nombre de trimestres que quand on est à temps complet. Donc, lorsque l'on fait ce choix de la retraite progressive, on ne perd pas de vue qu'on fait un choix, sauf si on est d'ores et déjà à temps non complet ou à temps partiel, on fait un choix de réduire son activité. Et réduire son activité, c'est réduire sa rémunération et c'est réduire la prise en compte des trimestres dans le cadre du calcul de la future retraite. C'est exactement la même réglementation qu'avant. Mais la notion de retraite progressive a tendance à faire oublier tout ce qui encadrait jusqu'à présent une diminution du temps de travail. Or, toutes ces choses-là sont encore là. Encore une fois, le temps partiel, c'est sûr, quand il est discrétionnaire, c'est sur accord de l'autorité territoriale. Ça n'est pas un droit, quand on n'est pas dans le cadre d'un temps partiel de droit, bien entendu. Sur le côté pratico-pratique, au niveau de la transmission des dossiers de retraite progressive, aujourd'hui, dans la mesure où il y a du retard sur le traitement des dossiers, la Caisse ne nous impose pas, mais ça ne saurait tarder, un délai de traitement ou d'envoi, comme on peut l'avoir aujourd'hui sur la liquidation de pension classique. Ce que l'on peut vous conseiller aujourd'hui, c'est que dès que votre agent a bien fait son courrier avec une date bien donnée, nous le transmettre pour qu'on puisse le traiter dans le cadre de la convention. C'est d'ailleurs ce courrier-là qui est daté, ce courrier de demande qui est daté, qui est pris en compte pour le versement à venir de cette retraite progressive. Voilà, en ce qui concerne le calendrier aujourd'hui pour la Caisse des dépôts, mais ça ne saurait tarder que sûrement on aura quelques impacts quand ils auront rattrapé le retard du coup. Alors, le mot retraite progressive qui effectivement a un impact positif cache un autre côté négatif pour les agents. Il faut bien communiquer avec l'agent si possible, mais c'est tout à fait vrai. C'est ce qu'on dit au quotidien quand on a les appels, voilà, ça a forcément un impact sur la carrière de l'agent. Oui, le seul cas où ça n'en a pas, c'est un agent qui est d'ores et déjà à temps partiel ou d'ores et déjà à temps non complet et qui, effectivement, du coup, ne peut avoir que du positif. Il a déjà, de toute façon, une rémunération au prorata. Mais la démarche de réduire son activité, c'est quand même pas anodin. Surtout que ça se met en parallèle avec un calcul de retraite et une quotité non travaillée appliquée à une pension. Donc, on n'est pas sur des sommes incroyables qui sont versées au titre de la retraite progressive. Et comment l'agent peut connaître le montant de la retraite progressive? Pour l'instant. Pour l'instant, alors, il n'y a pas de... Comme on peut le faire aujourd'hui, il n'y a pas d'application qui nous permette de faire une estimation de pension avant de communiquer la liquidation de retraite progressive. Par contre, au moment où on instruit le dossier directement en retraite progressive, on apporte un décompte provisoire de la même façon qu'on peut vous transmettre quand on liquide une pension. Donc, à tout moment, tant que on n'a pas l'accord de l'agent
par rapport au décompte qui serait apporté, on peut envisager le retrait de ça. Par contre, ça impacte derrière que l'agent renonce ou pas à sa demande de temps partiel, indépendamment de la retraite progressive. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'estimation pure en parallèle de la liquidation de retraite progressive. Il y a un applicatif, je crois. Alors, il y a possibilité sur ma retraite publique de faire des simulations, mais ça reste toujours les simulations de ma retraite publique avec les données qui sont enregistrées. Et là, pour le coup, c'est des données enregistrées par les DSN qui ne sont pas forcément vérifiées, qui alimentent les comptes et qui permettent de faire des simulations sur ma retraite publique. Après, il est peut-être plus prudent pour les agents de passer par, alors soit par les services RH qui n'adhèrent pas au service retraite, ou de passer par le service retraite, plutôt que d'aller s'appuyer sur des calculs faits en ligne avec un logiciel qu'ils ne savent peut-être pas forcément aussi manipuler. C'est un peu compliqué. Il n'y a pas de durée minimum pour une retraite progressive. Après, effectivement, il va y avoir les contraintes du dossier et du délai de traitement du dossier. Mais on peut effectivement décider, ça a été le cas pour certains, de prendre une retraite progressive et 6 mois plus tard de demander sa retraite parce qu'on a atteint l'âge légal. C'est tout à fait possible. On va juste être contraint effectivement avec les délais de traitement d'un dossier de retraite. Donc lorsque l'on demande une retraite progressive aujourd'hui, cela ne peut plus être de manière rétroactive. Et cette demande-là va enregistrer cette position. Si vous souhaitez prendre votre retraite à l'âge légal, vous êtes censé aussi demander l'instruction de votre dossier 6 mois avant la date prévue du départ. Donc ça va être compliqué de faire, avec les délais de traitement de dossier, 2 mois de retraite progressive pour faire une retraite à l'âge légal derrière. On va avoir à minima, de par les contraintes administratives de procédure, on va avoir à minima une durée de 6 mois pour qu'on ait au moins la possibilité et de traiter de la retraite progressive et d'enchaîner sur un âge légal après. Cela peut être bien pour les agents fatigués, mais pas en arrêt ou en inaptitude. Effectivement, puisque si vous êtes en arrêt ou en inaptitude, vous ne pouvez pas demander l'accès à un temps partiel. Vous êtes en maladie. Effectivement, ça peut permettre pour ceux qui voient arriver l'âge de la retraite, mais peut-être pas forcément de manière assez immédiate, de lever le pied en fin de parcours. Mais encore une fois, ça va avoir toutes les conséquences d'une réduction du temps de travail. Il faut mesurer à quel prix on souhaite effectivement lever le pied. S'il n'y a plus d'autres questions, on va peut-être passer à la suite. Alors, la suite est un petit peu en liaison avec ce qu'on évoquait tout à l'heure et les simulations de calcul. Il y a un nouvel outil qui a été mis en place sur PEPS, que vous avez peut-être détecté dans la liste des outils auxquels vous avez accès. C'est un outil de simulation de calcul. Donc, cet outil, vous le retrouvez dans PEPS, dans les droits à pension. Vous avez donc, lorsque vous vous connectez, la possibilité sur cet onglet de traiter et d'instruire des dossiers de liquidation, des dossiers de demande d'avis préalable. Et vous aviez le petit onglet estimation de pension qui vous permettait de faire des simulations. Celui-ci, vous le trouvez encore à votre disposition et depuis le 1er janvier 2024, vous avez un nouvel icône qui est apparu qui s'appelle Simulation de retraite CNRACL. Donc, c'est un nouvel outil pour faire des calculs de retraite et des simulations de pension. L'info très importante par rapport à tout ça, c'est que ce nouvel outil est destiné à remplacer estimation de pension. Ça veut dire que concrètement, à compter du 1er juin 2024, dans PEPS, vous ne trouverez plus la possibilité de cliquer dans estimation de pension. Ce dispositif va disparaître de PEPS et est remplacé par ce nouvel outil de simulation de retraite. Alors, une différence assez importante entre estimation et simulation de retraite, c'est que lorsque vous faisiez des saisies en estimation de pension et que vous aviez fait notamment des corrections dans le compte retraite par le biais d'estimation de pension au moment où vous faisiez votre calcul,
vous pouviez envoyer votre calcul à la CNRACL et automatiquement, vos modifications venaient modifier le compte retraite de l'agent. Ce qui veut dire qu'au moment où la retraite était liquidée, toutes les choses qui avaient été corrigées en amont par le biais d'une estimation qui avait été faite dans cet onglet-là étaient d'ores et déjà enregistrées dans le futur dossier de liquidation de pension. L'onglet simulation de retraite n'a plus du tout ce dispositif. Tout ce qui est fait dans simulation de retraite sert à faire des simulations et n'est aucunement enregistré dans le compte retraite de l'agent. Lorsque vous allez dans simulation de retraite, que vous détectez des erreurs, que vous corrigez des choses, que vous saisissez des choses, ces choses-là ne vont pas être basculées dans le compte retraite de l'agent. Ces choses-là vont rester dans votre estimation de pension et quand vous supprimerez cette estimation de pension, ou qu'elle se supprimera automatiquement, vous perdrez toutes les corrections que vous avez pu faire. Ça ne sera plus automatiquement basculé dans le compte retraite de l'agent. C'est ce que la Caisse des dépôts appelle un bac à sable. On retourne dans l'enfance. Il permet de faire des calculs, de modifier tout un tas de paramètres pour faire des calculs, mais ces modifications de paramètres ne seront aucunement enregistrées dans le compte retraite. Donc, pour travailler sur ce nouvel onglet simulation, alors là, je m'adresse notamment aux collectivités qui n'adhèrent pas au service assistance retraite, puisque normalement, celles qui adhèrent délèguent plutôt ce type de saisie au centre de gestion. Pour les collectivités qui n'adhèrent pas et qui vont avoir ce type de simulation à réaliser, nous, ce que l'on vous invite à faire en amont d'une simulation, c'est d'aller d'ores et déjà vérifier le compte retraite de l'agent, éventuellement le corriger, valider votre correction. Comme ça, vous avez effectué le travail de mise à jour du compte retraite et ensuite, dans simulation, vous récupérerez un compte retraite corrigé, il restera corrigé et vous pourrez travailler vos calculs, vos simulations dans le bac à sable, même si effectivement tout ce que vous faites dans ce bac à sable n'est pas enregistré, vous aurez à minima votre vérification du CIR qui aura été faite. Sachez que, si je me souviens bien, c'est 60 jours. Oui. Lorsque vous ouvrez un dossier dans simulation de retraite et que vous travaillez ce dossier pour faire différents calculs, ce dossier ne sera à votre disposition dans cet onglet que durant 60 jours. Au-delà de 60 jours, il y aura un nettoyage automatique des portefeuilles. Donc, pour éventuellement continuer un calcul au-delà de cette date-là, il va falloir redemander le dossier en simulation. Donc ça, c'est le premier pas de la Caisse des dépôts vers une évolution voulue de PEPS. Donc, entre guillemets, la première victime, c'est estimation de pension qui va disparaître de la liste des services. Et simulation de retraite va devenir votre outil pour faire des calculs. Et dans un deuxième temps, c'est l'onglet liquidation de pension, CNRACL, qui subira le même sort. Il sera lui aussi remplacé par un nouvel onglet, liquidation de pension, puisqu'il a été mis et acté par la Caisse des dépôts que l'on devait avoir un lien direct avec les services de l'État. Et concrètement, aujourd'hui, le premier pas vers ces services communs avec les services de retraite de l'État, c'est la modification des outils dans PEPS. Pour aller dans le même alors bien entendu que quand on a conventionné avec le centre de gestion, on garde les mêmes habitudes qu'avant. Si on veut déléguer une demande de simulation de retraite, on le fait par le biais du document que je vous présentais tout à l'heure et qui vous permet de demander des simulations de calcul auprès du service dans l'année qui précède l'ouverture du droit de l'agent. La conséquence directe de ces nouveautés de procédure à la Caisse des dépôts, c'est également tout ce qui est lié au courriel que vous avez reçu récemment et à la mise en place des multi-comptes PEPS. On vous a envoyé un mail il y a quelque temps pour vous informer que nous allions avoir besoin, dans le cadre notamment de la convention assistance retraite, nous allions avoir besoin que vous déléguiez vos droits sur PEPS au centre de gestion.
Jusqu'à présent, et notamment pour travailler sur le fameux onglet estimation qui va disparaître, nous avions la possibilité de demander les dossiers de vos agents par le biais de notre propre compte, centre de gestion, et de travailler dessus. Donc, nous n'allions pas nous connecter en lieu et place de la collectivité pour faire ces calculs. Avec cette évolution de procédure, aujourd'hui, et donc à compter du 1er juin 2024, nous allons être tenus, pour pouvoir continuer de faire ces dossiers à votre place, nous allons être tenus d'avoir l'autorisation de pouvoir se connecter sur vos comptes PEPS. Donc, en lieu et place de la collectivité, nous aurons accès à votre fameux onglet, notamment simulation, et c'est par le biais de cet onglet que nous ferons les calculs pour les collectivités. Donc, on vous a envoyé un courriel qui vous annonçait un courriel de la Caisse des dépôts qui visuellement ressemble à celui que vous avez sur la droite de l'écran. Ce courriel vous invitait à gérer la délégation, c'est-à-dire à décider si vous souhaitez accorder cette délégation au centre de gestion ou pas. Donc, bien entendu que les collectivités qui n'adhèrent pas au service assistance retraite peuvent tout à fait refuser cette délégation. C'est dans la logique de leur volonté de ne pas signer cette convention. Par contre, les collectivités qui ont souhaité adhérer au service assistance retraite, nous les invitons à accepter cette délégation. Sinon, à partir du 1er juin 2024, nous n'aurons plus la possibilité de réaliser l'émission de cette convention puisque nous n'aurons plus accès au dossier des agents si nous n'avons pas accepté cette délégation. Donc, il s'avère qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, on n'a pas de collectivités adhérentes au service assistance retraite qui ont refusé la délégation. Si c'est le cas, en principe, je repasse un petit coup de fil pour savoir si la volonté est de dénoncer la convention ou si c'est une erreur de navigation sur le site et qu'en fait, on continue la convention et qu'il nous faut cette délégation. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui, refuser la délégation au centre de gestion, c'est lui refuser de pouvoir mettre en œuvre tout ce qui est proposé dans le cadre du service assistance retraite. Donc, il faut être cohérent. Si on veut avoir accès au service parce que l'on a conventionné, il faut accepter la délégation. Sinon, matériellement, nous ne pourrons plus effectuer les dossiers en lieu et place de la collectivité pour faire notamment des simulations de calcul. Est-ce que vous avez des questions particulières concernant ces multicomptes ? Alors, le renouvellement des comptes expirés. Là, on est sur autre chose, on est sur votre gestion interne de PEPS. Vous avez un administrateur qui a des codes d'accès spécifiques pour entrer dans PEPS et gérer les comptes de tous les utilisateurs. Soit il y a un simple administrateur quand c'est les plus petites collectivités et tout se gère avec ce compte-là, soit il y a un administrateur et plusieurs utilisateurs désignés qui sont gérés par l'administrateur dans PEPS. Les comptes de tous les utilisateurs et de l'administrateur doivent être régulièrement renouvelés. Donc, si vous avez reçu ce message, ce qu'il faudrait, c'est que vous alliez vous connecter dans PEPS au titre de l'administrateur et que vous alliez checker tous les comptes utilisateurs de la collectivité et renouveler les comptes de certains utilisateurs, voire de l'administrateur, qui doivent être proches de leur date d'échéance. Ça, c'est surtout en lien avec des sécurités informatiques qui font qu'on ouvre des comptes et que l'on vous demande, je ne sais plus si c'est tous les 6 mois ou tous les ans, d'aller en amont revalider que ces comptes-là, effectivement, il faut les renouveler, les personnes sont toujours là et travaillent toujours sur PEPS. Donc ça n'a rien à voir avec la délégation dont on vous a parlé, c'est plutôt la gestion interne de votre PEPS à vous. Sur PEPS, vous avez tout un champ d'informations qui ne concerne pas forcément que les dossiers que le service retraite gère, à savoir les liquidations de pension et tout ce qui est en lien avec les comptes individuels retraite. Donc, il y a des choses sur lesquelles on peut intervenir spécifiquement par rapport à la délégation de droit
donc sur les dossiers qu'on vient de voir jusqu'à présent, et d'autres sur des modalités qui vous appartient au titre de l'employeur de régulariser auprès de la Caisse des dépôts. Alors, si ma mémoire n'est pas défaillante, ça doit dater du 19 mars. Ah, non. Non, 19 février. Février. Ouais. 15 ou 19 février 2024. Au niveau de la date, hein, pour la date d'envoi du mail. Le mail de délégation, celui du centre de gestion doit être 3-4 jours avant. Oui. Et celui de la Caisse des dépôts, dans mon souvenir, était un 19, hein, donc 19 février. Si vous avez un doute de savoir de quelle façon, si vous avez bien accepté la délégation, vous pouvez nous contacter. On va remettre les contacts à la fin du diaporama pour vous assurer de ça. Logiquement, on est destinataire centre de gestion, nous, seulement quand vous avez refusé, soit à titre volontairement, soit parce que c'est une erreur. Donc, si on a eu un refus, on vous a contacté pour échanger sur ce motif de refus et voir ce que l'on fait ensemble ou pas. Voilà. Donc, dans l'absolu, ou alors c'est en attente. Mais pour vous assurer que vous ayez bien accepté, vous pouvez tout à fait nous appeler pour qu'on vérifie que la délégation a bien été acceptée du coup. Alors, est-ce qu'il y aurait encore quelques questions? Vous pouvez peut-être lever la main ou ouvrir votre micro pour qu'on puisse échanger un peu plus confortablement, parce que c'est vrai qu'à distance comme ça, c'est pas l'idéal. Bon, bah, tout doit être clair alors, parfait. Belle journée à vous et à bientôt. Au revoir.